tous et bienvenue à cette dernière conférence du forum Sportcall. Le titre de la conférence, Événements sportifs et développement économique par le sport, symbole d'une réussite territoriale. Nous avons près d'1h30 pour aborder ces questions avec trois invités. Alain Bertolome, président de la Fédération française de lutte, Eric Adamkiewicz, maître de conférence à Toulouse 3, et Christian Dautranchamp, qui est élu au comité directeur de la Fédération française de judo. On pourrait commencer tranquillement par rappeler, je parle sous couvert du professeur Bessy qui est assis au premier rang, on pourrait rappeler dans un premier temps la grande diversité des événements donc, sportifs. Une diversité d'abord par rapport au niveau d'échelle, il y a des événements locaux, il y a des événements mondiaux. Diversité par rapport aux activités, il y a des événements avec une seule activité ou avec plusieurs activités, je pense donc évidemment aux Jeux Olympiques. Diversité des finalités compétitives, des finalités donc participatives. Diversité des lieux, ça se passe à un endroit, à plusieurs endroits, l'événement peut être itinérant. Diversité des budgets, etc., etc. On pourrait donc disserter longuement sur ce premier point. On peut aussi considérer que les événements sportifs sont au cœur des politiques sportives locales, d'une part, et des stratégies des organisations sportives et des fédérations sportives en particulier. Je m'autorise aussi à indiquer que les événements sportifs, ils entraînent une adhésion assez massive des pratiquants sportifs et des amateurs du spectacle sportif, même si certains d'entre eux regrettent la montée des enjeux économiques et politiques. Mais on peut aussi peut-être noter que les non-sportifs, ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui ne sont pas donc amateurs de spectacles sportifs, sont peut-être finalement moins emballés par l'organisation donc, d'événements sportifs, notamment parce qu'ils sont électeurs, notamment parce qu'ils sont contribuables. Bref, la question de l'acceptabilité sociale des événements se pose de plus en plus. On l'a vu au Brésil, par exemple, lors de la Coupe du Monde et lors des derniers Jeux Olympiques de Rio. Et donc, les événements sportifs, pour le coup, ils induisent des discours de légitimation, parce qu'il faut bien expliquer aux habitants, électeurs, contribuables, qu'on a fait les bons choix pour eux. Et évidemment, dans ce cadre-là, on valorise en particulier les impacts économiques. Donc on a 1h15 à peu près pour aborder cette question, avec 3 points de vue donc, différents. On va commencer par Alain Bertolome, qui est président de la Fédération de lutte. Vous avez organisé au mois de septembre dernier, 2017, vous avez organisé le championnat du monde de lutte donc à Paris. Je vous propose de prendre appui sur cet exemple, sur cet événement, pour aborder évidemment les questions que je viens de présenter en quelques mots. Alors, je rappelle que je suis garant de l'horaire notamment, et qu'au bout de 20 minutes, je deviens tout rouge et je vous fais des grands signes désespérés, à vous trois, pour vous dire que vous avez donc épuisé votre temps. Et puis, je vous rappelle à tous que vous pouvez me faire un petit geste à un moment donné, un petit signe, si vous avez une question, une observation. Je ne vous vois pas bien, vous êtes un peu dans l'ombre, mais on finira bien par se voir. Donc, surtout, n'hésitez pas. L'idée, c'est que vous ayez aussi la possibilité de faire preuve d'observation, de critique et de questions. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc Alain Bertolome, effectivement, je suis président de la Fédération française de lutte et nous avons organisé les championnats du monde du 21 au 26 août à Paris, à l'Accor Hotel Arena, dans les 3 styles de lutte. Il y a 3 styles de lutte olympique, la lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine. Ces championnats nous ont permis d'accueillir des populations internationales, ça se comprend facilement. Nous avions environ 80 pays qui participaient à l'événement. Les acteurs locaux étaient bien sûr engagés de façon très forte, la ville de Paris, la région Île-de-France, mais également le Grand Paris et le département de Seine-Saint-Denis. Promotion et développement de la lutte, c'était dans le cadre de notre projet fédéral un engagement fort de la fédération, et puis l'héritage de la fédération. Alors d'une part sur le savoir organisé, et puis d'autre part sur les relations avec les partenaires privés avec qui on a concrétisé à l'occasion de ces championnats. Les objectifs des
de cette organisation au moment où on a candidaté. Il faut savoir qu'on a candidaté en 2013 et que nous avons obtenu l'organisation en 2014. Alors c'était bien sûr offrir aux athlètes de tous les pays des conditions d'accueil et d'organisation idéales, ce qui, je crois, à ce niveau-là, a vraiment été le cas. Offrir à notre fédération internationale un environnement exceptionnel. Vous vous en rappelez sûrement, en 2013, la lutte a été sur la sellette et on a failli disparaître du programme olympique. Donc il y a eu des grosses modifications à la fédération internationale. Le président de l'époque a démissionné avec un nouveau président. Et en fait, les championnats du monde à Paris étaient les premiers championnats du monde choisis par ce nouveau président, M. Lalovic. Donc, important de le réussir aussi bien pour nous que pour la fédération internationale. Et puis, bien sûr, le troisième point, le développement de la lutte sur le territoire, l'occasion d'en parler un peu plus et en termes de notoriété et médiatiquement. Les axes directeurs qui nous ont permis de construire donc l'organisation. On a créé un comité d'organisation indépendant de la fédération. Alors, briller sur la scène internationale, je vous ai expliqué déjà pourquoi. Susciter l'intérêt des médias et de la presse, on aura l'occasion d'y revenir, ça n'a pas mal fonctionné. Et, alors, peut-être plus au niveau d'ailleurs des médias étrangers, puisque dans certains pays, la lutte est vraiment très très populaire. Assurer un héritage durable à la fédération, j'en ai déjà parlé, et on y reviendra également. Fédérer la famille de la lutte, c'est vrai que c'était pour nous important, c'était vraiment un élément important dans le cadre de notre projet fédéral. Fidéliser des nouveaux spectateurs, ça on le saura par la suite, et accroître le nombre de licenciés en tout état de cause. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore constaté. Donc là, vous avez la cartographie de toutes les parties prenantes. Je ne vais peut-être pas la détailler. Vous retrouvez les participants, la fédération, les spectateurs, les partenaires en titre de la Fédération française de lutte, les partenaires spécifiques à l'organisation Paris 2017. Alors les financeurs locaux, je vous en ai déjà parlé. La région Île-de-France, la mairie de Paris, bien sûr aussi le Grand Paris et le département de Seine-Saint-Denis. Les diffuseurs nationaux, France Télé, l'événement a été retransmis sur France O, RMC, pour les plus importants, et puis bien sûr l'État au travers du CNDS qui nous a subventionné de deux façons, une subvention pour le fonctionnement de l'organisation et une subvention sur un appel à projet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tous Prêts et que nous on a nommé Renversant. Et puis enfin bien sûr la Fédération internationale. Alors les impacts sociaux, bien sûr, l'internationalisation, le bénévolat, le programme d'accompagnement, on y reviendra en détail, et au niveau économique, les retombées médiatiques qui ont été pour nous importantes, la billetterie, on avait ciblé sur les 6 jours 30 000 spectateurs, on a atteint l'objectif sur une seule session, contrairement à ce qu'on avait estimé au début. On pensait faire 2 sessions et finalement on est revenu sur notre décision initiale. Puis enfin le tourisme, comme tous les événements, il y a un impact important sur ce sujet-là. Ça, c'est le détail des accrédités. Durant les 6 jours de compétition et l'avant et l'après-compétition, on a accrédité 4 770 personnes. Vous retrouvez affiché le détail, les prestataires, les médias, les bénévoles, le staff de base, la fédération internationale et puis bien sûr les participants. Et je vous disais, 81 pays ont participé à la compétition. Les bénévoles, alors on était parti sur 450 bénévoles et en fait on a fonctionné avec un peu moins. On a été restrictif sur le sujet parce que finalement, un bénévole a quand même un coût et on a essayé de limiter certaines dépenses. Voilà, chacun était réparti sur différentes commissions, 16, où chacun s'est investi. Alors, certains bénévoles vraiment au moment de l'événement, d'autres bien avant. On a commencé à travailler sur le sujet 2 ans et demi avant. Et puis la ville de Paris et la région Île-de-France, au travers de structures internes,
nous ont aidés à solliciter et à mettre à disposition des bénévoles qui sont présents sur tous les événements qui sont organisés dans la région parisienne. Les médias. Alors, je vous le disais, donc l'événement a été retransmis sur la chaîne sur France O. Hein. Nous avons eu les finales du lundi, jeudi et samedi en direct et les finales du mardi, mercredi, vendredi en léger différé. On a ciblé le lundi, jeudi et le samedi puisque nous avions nos meilleurs lutteurs ces jours-là. Et à la finale, championnat du monde, on fait une médaille de bronze. Alors ça peut sembler peu, mais on était revenu de Rio avec 0 médaille. Et donc on est dans une période un peu de transition. Et nos sportifs s'en sont bien sortis. Et je pense qu'on est plutôt optimiste pour la suite, et notamment en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, après on a vu bien sûr photographes, presse écrite, et on a accrédité des journalistes de 30 pays. Voilà, on a estimé les retombées médiatiques à 2,2 millions de retombées. Bon, ça c'est une valorisation. Ça peut sûrement se discuter, mais c'est à peu près les chiffres, et on n'en est pas mécontent. Vous avez le détail qui s'affiche. Alors les spectateurs, donc je vous le disais, 30 151 tickets, 57 de payants et 43% d'invitations. C'est vrai que moi personnellement j'aurais souhaité avoir un peu plus de tickets payants, mais la réalité est là, et c'est la lutte libre qui a mieux fonctionné. Ça s'explique sûrement que la lutte libre est un peu plus universelle, et puis surtout ça se déroulait en fin de semaine sur le week-end, ce qui a mobilisé sûrement plus facilement les gens, et on a eu une part de public venant de l'étranger importante. Des publics des États-Unis, Iran, Turquie, Russie, et puis bien sûr asiatique, puisque la lutte dans ces pays-là est un sport très, très reconnu. Alors, ce qu'on appelle les opérations, là, on a fonctionné sur 16 hôtels autour de l'Accor Hotel Arena. Ça a représenté 10 133 nuitées, 972 chambres à partir du 22 août. Des véhicules, hein, on a organisé tout un circuit de navettes pour récupérer nos athlètes. Alors des autocars, des minibus, des bus, et puis aussi des voitures pour les membres, les dirigeants de la fédération internationale, et puis les personnalités. Et en fait, la compétition ne dure que 6 jours, mais l'activation des opérations, elle, a duré du 14 août au 28 août. Donc c'est 15 jours d'activation, ce qui, bien sûr, en termes de coûts, est énorme. Le programme d'accompagnement qui a été mis en place avant l'épreuve, avant les championnats du monde. Comme je vous le disais, on a bénéficié d'une aide financière de l'État sur le projet Tous Prêts, que nous, on a labellisé sur le thème renversant. Et on a eu 58 projets qui ont été retenus et qui ont permis à des jeunes des régions de venir assister au championnat, ici même dans la région Occitanie. Je crois qu'un projet était retenu, et qu'une centaine de gamins ont pu venir assister au championnat du monde. Ça nous semblait important. Et puis on avait sélectionné aussi des bases arrières pour permettre aux équipes qui arrivaient bien avant l'événement de venir s'entraîner. Et ici à Montpellier, les acteurs locaux ont eu le plaisir de recevoir l'équipe américaine. Alors dans le programme d'accompagnement aussi, avant la compétition, on s'est déplacé en province pour pour présenter et promouvoir le mondial, pour essayer bien sûr de fédérer les clubs et les licenciés, impulser aussi une dynamique auprès bien sûr de tous nos partenaires locaux, et surtout mettre en avant nos équipes de France et nos champions. Donc on s'est déplacé, on a 13 étapes. Ici dans la région, on s'est déplacé à Narbonne. C'était, il nous semble, nous, important de présenter ces championnats sur tout le territoire. Voilà les grands moments sur l'accompagnement, les grands moments. Hein. On a fait un J-100, bien sûr. On a fait une journée consacrée aux équipes de France qui se sont, pareil, déplacées
sur les territoires pour ce jour-là, le 20 mai, faire une animation avec les clubs locaux, les comités régionaux et les collectivités pour promouvoir nos sportifs et donc les équipes de France. On a fait une grosse animation aussi du 25 au 28 mai à la Tour Eiffel, en relation avec la ville de Paris, qui a vraiment bien fonctionné. C'était un très bel événement. On a une tournée de lutte sur sable tous les étés. Mais cette année, on avait mis particulièrement l'accent, bien sûr, en 2017, particulièrement l'accent sur les championnats du monde. Ça a également été un bon succès. Et puis, comme vous le voyez, on a sorti un timbre dont on a effectué le lancement 30 jours avant le début des championnats du monde. Avec la mairie de Paris, qui était un des 3 partenaires institutionnels importants, on a vraiment travaillé main dans la main. Ils nous ont permis de mettre en place plein d'animations, comme vous voyez, Femmes en sport, donc lutte à la Tour Eiffel, Paris-Plage aussi, juste avant l'événement, et puis donc l'aspect bénévole avec leur groupe régulier qu'ils ont recensé à la mairie de Paris. Il y a aussi normalement une salle de lutte en héritage qui a été bâtie dans le 11e arrondissement et qui malheureusement a pris un peu de retard, mais j'espère qu'elle sera prête pour le mois de rentrée. Ça pourrait devenir la maison de la lutte sur Paris et c'est une bonne chose. Voilà, pour nous, la mairie de Paris, vous le voyez, ça a été un accélérateur du projet. Avant, pendant et après, on continue effectivement à travailler avec eux. Des relations positives, un héritage matériel et immatériel important. Et enfin, un capital de confiance qui s'est instauré avec les représentants de la municipalité. C'est plutôt bien, puisqu'on est censé y organiser avec eux les épreuves de lutte pour les Jeux Olympiques en 2024. Alors les enjeux, la santé par le sport féminin et la diversité, c'est aussi 3 points forts de notre projet fédéral, donc c'est plutôt bien. Et accroître le développement de la lutte dans la métropole parisienne. Faut savoir que la lutte à Paris est au jour d'aujourd'hui pas très développée, elle est plutôt développée en banlieue, donc il y a un véritable effort de notre part à mettre en place. La région Île-de-France, qui a été le deuxième partenaire institutionnel important. Alors, il y a eu 8 bases arrières sur la région parisienne pour accueillir des équipes avant les compétitions, plutôt en banlieue. Et puis, on a travaillé avec le comité régional de tourisme pour promouvoir toutes nos actions auprès des délégations étrangères, et ça a également bien fonctionné. C'est pas noté c'est pas affiché, mais on a aussi fait des animations sur les différentes bases de loisirs de la région Île-de-France en relation avec notre comité régional. L'enjeu, donc, avec la région Île-de-France, c'est bien sûr un territoire d'accueil de délégations sportives. On organise régulièrement sur la région parisienne et il faut pérenniser toutes ces actions et donc l'animation, bien sûr, du territoire francilien. Voilà. Merci de votre écoute. Merci Alain pour cette présentation. Alors peut-être quelques petites questions pour rebondir dans le prolongement de ce que vous avez fait, parce qu'il nous reste un peu de temps. J'ai été surpris par ce que vous avez dit au détour d'une phrase, et du coup je rebondis. Vous n'avez pas noté plus de lutteurs depuis cet événement, alors que c'était quand même un objectif donc attendu. Alors est-ce que c'est trop tôt? On est que quelques mois finalement après, ou est-ce qu'il y a visiblement des raisons qui expliquent pourquoi finalement les clubs n'ont pas été en mesure d'accueillir plus de pratiquants? Alors, il y a peut-être des raisons, malheureusement, honnêtement, je les connais pas, et nous, on espérait un engouement plutôt après le championnat, puisque médiatiquement, il y a eu des bonnes retombées, et je parle principalement, notamment sur l'Île-de-France, où il y a une stagnation, et forcément, ça me déçoit un peu. Alors, au jour d'aujourd'hui, les causes, c'est peut-être un peu tôt pour les avancer, mais il y en a sûrement, et on va essayer d'étudier ça.
D'accord. Alors, une autre question sur le positionnement de l'événement dans un environnement donc, parisien qui est très concurrentiel et très encombré. Comment on fait pour rendre visible un événement de cette taille dans donc, l'ensemble de la programmation sportive, culturelle, artistique qui peut avoir lieu donc, à Paris? C'est pas facile de serrer une place au fond. Vous avez raison, c'est pas facile, mais on nous a souvent posé la question pourquoi fin août? Alors il y a eu plusieurs raisons. On était censé être le dernier événement avant le congrès du CIO qui déterminerait la ville hôte des Jeux Olympiques. Alors c'est vrai que l'enjeu, on a su pratiquement de façon certaine en juillet que Paris aurait les Jeux, donc ça a sûrement baissé un peu l'impact. Et j'en avais parlé à nos amis du judo, au président Rouget, qui avait organisé en 2011 un championnat du monde fin août, et Jean-Luc m'a toujours dit que ça avait bien fonctionné. Parce que on peut penser que la majorité des spectateurs, c'est une période de congé, donc ils se déplacent facilement. Donc plus de facilité aussi pour trouver des bénévoles. Puis surtout dans la région parisienne, l'hôtellerie à cette époque-là, ça fonctionne pas trop mal et la circulation est moindre. Ce qui est important pour organiser, d'où notre choix. Et bon, malgré tout, comme on a atteint nos objectifs de billetterie, même s'il y a eu beaucoup d'invitations, on n'est pas mécontent d'avoir choisi cette date. D'accord. Alors je continue comme ça à interroger. Une question sur l'impact touristique à Paris que vous avez donc valorisé dans la présentation. Je suis un peu sceptique en fait parce que je prends l'exemple de la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en 2007. On avait mené une étude longue sur cet événement. La ville de Paris nous avait dit oui, on va même pas donc vous accorder un entretien parce que la Coupe du Monde de rugby pour nous c'est pas un événement. C'est-à-dire qu'au fond, les hôtels, ils n'ont pas besoin des événements sportifs pour être remplis à Paris. Ils sont pleins en permanence. Oui. Bon, et en fait, vous semblez dire un peu le contraire. Vous semblez dire qu'au fond, sur ce sujet-là, parce qu'au mois d'août, donc à Paris, les hôtels sont pleins. Quoi. De toute façon, ils sont pleins. C'est facile. Il y a deux types d'hôtels. À Paris, il y a les hôtels qui sont vraiment où leur cible est une clientèle touristique. Et il y a une cible d'hôtel qui est plutôt pour le monde des affaires. Et effectivement, cette partie-là est plus calme. Voilà, donc nous, on a ciblé sur ces hôtels-là, à proximité notamment de l'hôtel Accor Arena, qui n'est pas un lieu des plus touristiques à Paris, faut bien reconnaître. Et on a travaillé avec le comité régional du tourisme, qui s'est bien impliqué sur l'opération. Nous, on a travaillé avec des agences de voyage, avec donc des partenaires hôteliers, et il nous a semblé, alors, ne pas être mécontent de ce qui s'est passé. On a eu sur la billetterie payante, on a eu une grosse population étrangère, je vous disais. Donc ces gens-là, forcément, ils dépensent un peu de sous à l'occasion. Alors effectivement, la période du mois d'août est une bonne idée si on vise les hôtels professionnels, au fond, qui accueillent une clientèle de professionnels. Et nous, ça nous a semblé assez intéressant. On posera la question au comité, au conseil régional du tourisme. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous êtes dans l'ombre la plus complète. Si on peut mettre un peu de lumière légèrement dans la salle, je ne sais pas si c'est possible, mais je ne vous cache pas que ce serait pratique. Alors, il y a une question. Voilà, monsieur à droite. Merci d'avoir vu, parce que là, je ne vois pas bien de ce côté. Donc, je vous invite à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Cédric Astier et je suis étudiant en licence professionnelle. Donc, moi, j'ai une question. Tout d'abord, bonjour. Est-ce que vous voyez la montée du MMA plus comme de la concurrence ou est-ce que vous n'auriez pas intérêt à le rattacher à votre fédération pour pouvoir vous attirer on va dire, les bonnes grâces des amateurs de ce sport? Parce qu'on peut voir aujourd'hui que la fédération française de judo ou même dans le monde, le judo a tendance plutôt à taper sur la tête du MMA et du coup ils peuvent s'attirer certaines foudres de la part de ces amateurs de ce sport-là. Merci pour votre question qui est un peu hors sujet par rapport aux événements, mais qui est quand même une excellente question. Et donc, je vais donner la parole. Ouais. Je vais répondre assez rapidement parce qu'effectivement, ça ne concerne pas les événements que nous organisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un observatoire qui a été mis en place pour étudier ce qui se passe en MMA sur la France. Cet observatoire a été confié d'ailleurs à la Confédération des arts martiaux et des sports de combat que je préside. La synthèse de ce travail sera rendue cet été et après, honnêtement, c'est à l'État, c'est ni à la Fédé de judo ni à la Fédé de lutte de décider ce qui va se passer. C'est l'État qui décidera s'il légalise ou pas le MMA. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais on n'est pas, on ne sait pas l'impact du MMA par rapport à nos fédérations et puis pour l'instant, c'est pas le sujet.
Merci. Alors peut-être que ce sera à l'ordre du jour du prochain forum, par exemple, la mise en concurrent de certaines activités. Bruno Laperoni me fait signe, pourquoi pas, je le vois au fond. Une dernière question peut-être pour vous sur les championnats du monde de lutte, qui sera en fait une double question. En termes d'impact social, on pourrait s'intéresser à l'impact sur les gens donc bénévoles qui sont intervenus. On peut penser que ça leur laisse une mémoire importante, qu'ils ont vécu une expérience intéressante. Ça, c'est un impact social qui ne se mesure pas, mais qui, pour le coup, peut être intéressant. Et puis, du coup, peut-être aussi une question sur la façon dont cet événement a pu mettre en mouvement, a pu mettre en action l'ensemble de la filière de la fédération, les clubs, les comités départementaux, ligues régionales, c'est-à-dire au fond un impact plus interne, quoi. Alors, sur les bénévoles, effectivement, vous avez raison. Je pense vraiment que ça a vraiment bien fonctionné. Et malgré tout, on a eu 75% de bénévoles qui venaient du monde extérieur à la fédération de lutte, grâce bien sûr à la ville de Paris, à la région Île-de-France qui mobilise les gens. Mais c'est intéressant parce que ces gens-là, aujourd'hui, ça fait partie de l'héritage. On a depuis organisé d'autres événements à Paris et dans la région parisienne où on retrouve ces gens-là qui s'apprêtent toujours à venir nous donner un coup de main. Et ça, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Ça nous fait un fichier bénévole. Sur le système fédéral, oui, grâce notamment au projet renversant dans le cadre du dispositif Tous Prêts, on a vraiment mobilisé les régions, les départements et nos clubs. Ça a plutôt bien fonctionné et je pense que tout le monde s'est senti concerné par l'organisation de ces championnats du monde. Merci. Alors on va enchaîner avec une deuxième présentation, celle de Christian Detranchamp, membre élu à la Fédération de Judo, qui avait donc envie de répondre aussi à votre question d'ailleurs, mais je ne lui ai pas donné la parole sur ça. Peut-être qu'il va pouvoir glisser une réponse quand même. Vous avez organisé à Montpellier le championnat de France et championnat d'Europe. On joue un peu le même jeu en fait. Dites-nous les enjeux, les modes de partenariat. Bien, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'était en 2013 et 2014. Nous avons organisé d'abord les France et ensuite les championnats d'Europe de judo ici, dans cette aréna à Montpellier. Alors, je vous parlais de l'exercice parce que l'exercice n'est pas du tout le même en région qu'à Paris. La preuve aujourd'hui, si vous regardez vos quotidiens nationaux, vous ne voyez que les intempéries à Paris, mais on ne parle pas des mouvements des agriculteurs dans le sud-ouest. C'est passé inaperçu. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes, ou les perceptions des problématiques ne sont pas les mêmes quand on est à Paris ou quand on est en région. Nous, la difficulté que l'on a eue ici, c'est d'abord de s'approprier cette aréna. C'était la première fois que l'aréna s'ouvrait à une à une discipline qui organisait en région un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Cela existe sur le territoire français, mais sur des disciplines collectives avec X points de chute, comme les championnats d'Europe de hand, de foot, etc., avec une tête de réseau et ensuite des bases arrières. Là, ce n'était pas le cas. C'était tout centralisé sur Montpellier. Ça veut dire que Montpellier devait avoir une capacité d'accueil des athlètes possible pendant une semaine, capacité d'accueil des dirigeants qui, aujourd'hui, les dirigeants du monde dans lequel on vit, ne descendent pas à l'Ibis Style, mais dans des Marriott ou dans des Pullman. Une capacité d'accueil pour les accompagnants. Ici, nous n'avons pas le musée du Louvre, nous avons juste le musée Fabre. Et les accompagnants, lorsqu'on organise des manifestations de la sorte, sont aussi à prendre en compte parce que ce sont souvent les accompagnants, c'est-à-dire des athlètes, des entraîneurs, mais aussi des dirigeants. Et il faut aussi leur concocter un programme, ce qui n'est pas évident. Donc, est-ce qu'il faut qu'on ait il faut qu'on ait ces capacités d'accueil. Et premier point et premier postulat en ce qui nous concernait le judo, nous, on voulait en faire une dimension populaire, c'est-à-dire que le billet d'entrée, il était fait pour les judokas, il y avait zéro invitation. Le billet de base était à 5 €. Si vous ne pouvez pas mettre 5 € pour voir les cadors de la discipline dans laquelle vous êtes investi, c'est pas la peine. Restons chez nous. C'était que ça soit diffusé en clair. On avait contractualisé avec l'équipe 21 à l'époque pour que ça soit diffusé en clair. Et c'était surtout qu'on ait la capacité financière à lever les fonds nécessaires pour faire une opération au minimum blanche.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'organiser les championnats, nous sommes allés voir les collectivités en leur expliquant qu'on avait la possibilité d'organiser dans ce championnat d'Europe et qu'à ce titre, le budget prévisionnel était de temps et qu'on attendait de leur part un investissement financier, mais pas que, égal à ce que nous, on avait fixé pour qu'on puisse tenir les comptes et que ça puisse être équilibré. Si les collectivités nous avaient dit non, nous n'aurions pas organisé le championnat d'Europe. Alors, avantage qu'on a quand même en région, c'est qu'il est plus facile peut-être de lever des fonds en région que de lever des fonds en région parisienne, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc, voilà les postulats. Alors, résultat des courses, une fois qu'on a eu fait ce tour d'horizon des collectivités, alors ici à Montpellier c'est simple, c'est la ville de Montpellier, la métropole, le département et la région, nous avons eu trois joueurs, et entre guillemets, et un qui a été exempt, qui est le département. Mais la métropole, la ville et la région nous ont accompagnés à même hauteur sur ce projet. À partir de là, nous avions donc moins le département, et ce que devait nous donner le département, on espérait que l'État, via le CNDS, nous accompagne. L'État ne nous a pas accompagnés, donc 0 au niveau de l'État. S'appuyant sur notre postulat qui était de faire une manifestation populaire, c'est-à-dire qu'un championnat d'Europe comme un championnat du monde de lutte, c'est pas un one-shot d'un match de hand ou d'un match de foot ici, c'est 5 jours de compétition, entre guillemets. Nous, c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche par équipe. Donc il faut remplir, ici, il y a 15 000 places. On avait mis la configuration de la salle en 9 000, on a fait une moyenne de 6-7 000, avec par équipe, on était plein, on était à 9 000. Donc c'était déjà un beau challenge. Peut-être que l'on avait sous-estimé le coût. En fin de compte, 5 euros, c'était peut-être un peu trop bas par rapport à l'équilibre financier. Mais néanmoins, c'était la volonté politique que l'on avait. Nous avons l'habitude de faire des manifestations de la sorte. Au sein de la Fédération française de judo, on n'est pas là pour faire des bénéfices, on est là pour essayer d'amener de la notoriété et d'amener un programme qui va fédérer tous nos clubs. Donc on sait très bien que quelque part, notre investissement va être à perte. Et sur cette affaire, le championnat d'Europe, on n'a pas perdu d'argent, on a fait un équilibre. Le point comme on appelle, le point d'équilibre a été atteint. Ensuite, bien entendu, avec les collectivités, lorsque on avait des devoirs envers des collectivités, on a fait vivre ce championnat d'Europe en amont, pendant et après. Deuxième but, les bénévoles. Oui, c'est le moment de fédérer tous les bénévoles. On avait monté un club de bénévoles volontaires qui nous a accompagnés ici et qui nous accompagne encore au tournoi de Paris. C'est vrai que ça fait, je vais dire, une armée de bénévoles qui sont, comment on appelle ça, totalement dévoués parce qu'ils sont plus que spectateurs, ils sont acteurs. Donc être acteur d'un événement, ils se l'approprient et c'était parfait pour nous. Ensuite, les actions que l'on a menées, on voulait aussi que les gamins qu'on amenait gracieusement soient acteurs et non spectateurs. Donc toutes les actions qu'on a menées sur le territoire, on a ramené ces gamins, par exemple, c'est eux qui portaient les sacs derrière les athlètes, etc., etc. On les a rendus aussi acteurs de l'événement. Donc on est assez fiers de ce que l'on a fait ici, on est assez fiers de l'avoir fait en collaboration étroite avec les collectivités, sans quoi on n'aurait pas pu le faire. C'était la première fois qu'on appréhendait une salle comme l'Arena. Il faut savoir que là, c'est pas le gymnase Maurice Thorez à Cachan où il y a le concierge qui vous ouvre la porte. Non, c'est une salle, dès que vous tirez un rideau, c'est 2 000 euros. Dès que vous faites une moindre opération, c'est un coût. Donc on a appréhendé ça, c'était pas évident à la base. Il faut savoir aussi que dans ces salles aujourd'hui qui fleurissent sur l'ensemble du territoire français, vous n'avez droit à faire aucune recette. Ça vous a pas échappé peut-être ici que tous les commerçants qui sont autour, ce sont des commerçants qui contractualisent avec l'opérateur ici. Vous les subissez au prix qui vous impose, d'accord ? À tel point que, comme une manifestation comme la nôtre, qui est une manifestation, comment on appelle ça, dans le temps, de 9h du matin jusqu'à 19h, quand les gamins viennent en club, ils viennent avec leurs sandwichs, leurs bouteilles d'eau, et ben non, les sandwichs et les bouteilles d'eau, on les refoule. Ils rentrent pas dans une salle comme ça. On achète ici. Donc toute cette économie-là, je vous le dis parce que ça paraît ridicule, mais c'est pas ridicule. C'est une vraie problématique que l'on a aujourd'hui à lever lorsqu'on veut organiser des manifestations de la sorte. Ce week-end, nous organisons le tournoi de Paris à Bercy.
Heureusement, on affiche complet, c'est-à-dire que là, on a fait 2 fois 10 000, samedi et dimanche, mais c'est pareil. Dans le nouveau Bercy, on a droit à rien. Mais ce qui s'appelle à rien. Rien. Tout est fait c'est l'opérateur qui bénéficie des retombées du judo, c'est-à-dire les 2 fois 9 000, il va se faire des recettes conséquentes autour du judo. Donc, cette économie-là, on ne la connaissait pas. Nous, ici, en région, on a appris à la connaître, on a appris à l'appréhender. Il est possible de négocier avec les opérateurs des coproductions. Enfin bref, ils sont ouverts à tout, mais c'est des négociations ardues. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde sportif, entre guillemets, à part les fédérations, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de ça, mais dans les régions, les présidents de ligue, parce qu'à l'époque, j'étais président de la Ligue Languedoc-Roussillon de judo, on n'est pas formé à ça. Et je ne dis pas que c'est un choc, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit et il faut avoir aussi les bons réflexes, même si on est accompagné par la fédération sur ce projet. Et dernier point sur lequel je voudrais insister, nous avons pu organiser ce championnat d'Europe ici parce que la Fédération européenne de judo nous avait donné un ticket d'entrée à la hauteur de notre budget. Il nous avait demandé seulement 300 000 euros. Seulement 300 000 euros de tickets d'entrée. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les compétitions mondiales, il y a 2 championnats. Il y a le championnat pour lequel vous allez assister avec les athlètes, mais aussi il y a le championnat des dirigeants, qui les dirigeants mettent la barre de plus en plus haut. À titre d'exemple, nous voulions organiser des championnats du monde à Paris, à Bercy, en 2019, avant donc, les Jeux olympiques de Tokyo. La Fédération mondiale nous demande 10 millions d'euros de tickets d'entrée. 10 millions d'euros. Donc, nous n'organiserons pas de championnat du monde, bien évidemment. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte, les pays capables d'accueillir des championnats dans des disciplines comme les nôtres, ce sont les villes comme Sochi, Bakou, le Qatar, etc., etc. Nous n'organiserons plus de championnat, ni d'Europe, ni du monde, sur l'économie aujourd'hui. Voilà. Merci pour ces éléments. Je te redonne le micro quand même, parce qu'on va continuer. Oui. Donc interroger cette expérience. Merci pour les éléments sur les aspects plus économiques, en fait, en termes de partenariat et de négociation, on va dire, plutôt avec donc l'espace. Hein, on a bien compris qu'il y avait un enjeu. C'est intéressant aussi d'entendre le droit d'entrée et les différents types de montants qui sont donnés. Effectivement, on voit bien qu'il y a une économie donc mondiale des événements sportifs et les éléments qui viennent d'être donnés sont assez édifiants, je trouve. Revenons peut-être sur l'implication des collectivités locales. Tu as dit, c'est intéressant qu'ils nous donnent des fonds, mais c'est pas la seule, donc le seul aspect qui est donc utile. Est-ce que tu peux donner les autres éléments ? Ouais. D'abord, comme dans toute histoire, c'est des histoires d'hommes. Hein. C'est-à-dire, c'est les gens que l'on rencontre, que ce soit les directeurs des sports, les collaborateurs, mais aussi les élus. Je dirais que les élus, ils viennent en second plan. Si quelque part, on est bien d'accord sur comment faire vivre ce championnat d'Europe et comment chacun va y retrouver ses petits, l'affaire est beaucoup plus facile du côté des élus. Comment ? Nous, on a monté des actions pendant 3 mois, notamment avec la ville de Montpellier et la métropole, sur toutes les écoles. On a fait des sessions au sein des écoles. On a aussi travaillé avec la région, là, sur notre discipline elle-même, sur tous nos clubs dans la région, où, comme je vous avais dit, le ticket d'entrée était pas cher et la région nous accompagnait sur le ticket d'entrée, en plus de l'aide au financement de la manifestation, nous a accompagnés pour que l'on puisse amener tous les clubs de toute la région, hein, du fin fond de la région, ce qui était pour nous primordial, c'est-à-dire de fédérer, d'accompagner la famille du judo. Et pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, nous aussi, ça nous a apporté 0 licence. Hein. 0 licence en plus. Hein. C'est pas le but de la manœuvre. C'est pas le but de la manœuvre. On a senti des gens heureux. En plus, on a fait un carton ici. On a battu le record, 13 médailles, champion d'Europe par équipe filles, champion d'Europe par équipe garçons. Bon, bref, il y a eu un spectacle. Tant mieux. Des fois, il n'y a pas le spectacle. Là, il y a eu le spectacle. Tant mieux. Je rebondis sur cet aspect, si tu le permets, mais c'est assez étonnant, en fait, parce que quand on a en tête la longue litanie des événements sportifs organisés en France, la Coupe du Monde de 1998, les championnats du monde d'athlétisme, la Coupe du monde de rugby, le championnat du monde d'escrime s'était déroulé à Montpellier, si ma mémoire est bonne, ou à Paris, pardon.
à Paris, pardon, on avait quand même à chaque fois des chiffres qui montraient qu'il y avait une augmentation du nombre de pratiquants, même si on savait que ça durait pas longtemps, même si on n'allait pas voir dans les autres fédés pour voir s'il n'y avait pas une baisse correspondante. Bon, bref, mais en même temps, à chaque fois, on disait il y a X% de plus. Et là, vous êtes deux à dire, pour nous, non. On se ment. C'est un peu nouveau quand même. Non, on se ment de dire ça. C'est pas vrai. C'est pas ça. Déjà, d'où sociologiquement, on a 600 000 licenciés, avec toujours, on tourne entre 500 000 et 600 000 licenciés, avec 40% de renouvellement chaque année. Donc il y a un vrai turnover, mais on revient toujours à 40% de nos renouvellements. Non, un championnat comme ça, c'est pas lui qui va susciter des vocations ou qui va amener des licenciés. Il va simplement conforter déjà ceux qui sont en place. Il va conforter les profs, il va conforter les dirigeants. C'est la famille du judo qui comment on appelle ça, qui se soude à travers ça, les dirigeants, les commissaires sportifs, etc. C'est ça déjà, c'est le but, c'est celui-là. Nous, on n'est pas une discipline comprise par le grand public, entre guillemets, c'est technique. Donc, on essaye déjà de fédérer toute la famille. Si on peut, on a la chance d'avoir, nous, Tédérinaires, qui fédèrent autre chose que la famille du public, que la famille du judo, tant mieux. Mais le but de la manœuvre, c'est pas de faire des licenciés. C'est déjà de conforter la famille, de leur expliquer que cet événement, c'est le leur, qui se l'approprie, qui se le fédère et qui continue à œuvrer et travailler dans les clubs. Merci. Alors, une dernière question. Comment une fédération se pose la question des territoires, au-delà de la question des clubs? Parce qu'évidemment, les clubs sont donc installés sur un territoire local. Là, on est dans un forum qui s'intéresse au croisement entre les politiques sportives et les stratégies des organisations et des fédérations en particulier. Comment cette question-là se pose ? Alors, je vois dans le regard d'Alain que c'est une question qui est peut-être pas simple en fait. Non. Si oui. Bon, d'accord. Oui. Non, sur les régions, non. Alors, sur l'événement, c'est la capacité qu'ont les hommes et les capacités qu'avaient les hommes en place, hommes et femmes à organiser ça, le regard de la fédération sur ça, et de déléguer totalement cette organisation, la capacité donc d'organiser, mais aussi la capacité d'obtenir un héritage. Nous, on a obtenu un héritage, et là, je remercie singulièrement et particulièrement la région, qui aujourd'hui, grâce à ces deux championnats, championnat de France et championnat d'Europe, nous permet aujourd'hui sur le territoire d'exister parce qu'on s'est fait doter de matériel électronique et de tapis, car ici, nous n'avons malheureusement dans cette région, nous sommes la seule région de France à ne pas avoir d'installation spécifique adaptée. En Languedoc-Roussillon, il n'y en a pas. Il y en a en Midi-Pyrénées, maintenant en Occitanie, donc si on lit les deux, il y en a, mais ici, il n'y en a pas. Comme on est des gens du voyage et qu'on se déplace pour monter nos petites structures, la région nous a dotés de tout ça. Donc c'est un héritage, mais ça ne répond pas à ta question. Voilà. Complètement encore. Mais voilà, mais il faut que j'y réfléchisse, ça viendra. Non, juste, nous, en fait, le choix a été très impacté par le congrès du CIO qui devait donc décider de la ville hôte des Jeux Olympiques, et on a été poussé un peu par le CFSI de l'époque qui était présidé par Bernard Lapasset pour dire vos championnats du monde, il faut essayer de les organiser à Paris, ça peut être important pour nous. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Je me tourne vers vous, faites-moi des signes. On a perdu tout le monde en fait, c'est bon? Non, pas de questions? Ah si, au fond, à gauche, mademoiselle. Enfin, à ma gauche en fait. Relevez la main, sinon on ne vous voit pas. Merci. Vous vous présentez, si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Basile Delcros, je suis en licence en STAPS à Montpellier. Les étudiants sont en grande forme ce matin. Très bien, bravo. Bravo à vous. J'aurais aimé savoir quel était le vrai but de ces deux événements. Il ne vous a pas rapporté d'argent, il ne vous a pas rapporté de licenciés. Quels ont été les objectifs de ces deux événements? Alors peut-être une réponse courte parce que ça a un peu été dit déjà, mais peut-être qu'il faut redonner le principal finalement. Christian. Bon, moi j'ai un peu expliqué. Alors la première, ça a été pour nous de démontrer qu'en région on était capable d'organiser avec l'appui de la fédération, mais c'était juste un appui de la fédération, un événement de type européen dans une salle dimensionnée
parce que c'est l'outil qui fait la réussite. L'outil qui fait la réussite, de démontrer aussi à la classe politique et aux institutions et aux collectivités qu'elles peuvent accompagner ces événements et que ça peut aussi faire partie de leur mission. Après, non, je ne rentrerai pas dans l'histoire des coûts que celui qui paye l'entrée, il la paye 4 fois, il la paye dans l'impôt lorsqu'il a construit la salle, il la paye dans l'impôt quand il donne à la région, etc. etc. Là, c'est le côté du travers. Et ensuite, de fédérer et comment on appelle ça, et de rassembler l'ensemble de la famille sur les territoires du judo pour leur permettre de construire un avenir meilleur aujourd'hui. Oui, Alain. Nous, comme je l'ai dit lors de la présentation, il y avait 3 axes forts. Le premier, c'était de positionner les athlètes au centre du dispositif, vraiment leur donner les moyens de s'épanouir pendant cette organisation. Le deuxième, c'était de positionner la lutte sur la scène internationale, puisque, comme je l'ai déjà dit, on avait été en danger en 2013, on avait failli disparaître du programme olympique. Et ça, c'était un réel objectif et de la Fédération internationale et de la Fédération française. Et le troisième, c'était avant tout de promouvoir l'activité lutte sur le territoire, parce que contrairement à nos amis du judo, nous on n'est pas 600 000 et l'idée c'est vraiment de se développer. Merci. On va à une question au milieu, on vous apporte le micro et puis après on va enchaîner avec Eric Adamkiewicz. Oui, Monsieur Jiquel, élu local. Bon, ma question est plus générale. C'est par rapport au ticket d'entrée d'organisation d'événements internationaux, comme vous avez dit, championnat du monde. Quand vous parlez de 10 millions pour organiser les championnats du monde qui vont à la fédération internationale, est-ce que la retombée est honnête de cet argent qui est récupéré par les fédérations internationales, ou c'est un business? Parce que vous avez aussi parlé que quand vous organisez un déplacement, il fallait accueillir tous le comité européen du judo, il fallait les Marriott et tout ça. Est-ce qu'on n'est pas arrivé dans un système business qui est complètement à part, qui n'a plus rien à voir avec le sport et le bénévolat sportif qu'on a en France? Alors pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'était encore réalisable puisque la taxe était, on va dire, que de 460 000 euros d'organisation qu'on paye à la fédération. Ouais. Le terme de taxe n'est pas neutre, souligne Eric. Nous, c'est une taxe. Et c'est dans le cahier des charges, c'est taxe d'organisation. Par contre, ça va passer à 2,5 millions. Et là, pour nous, Fédération française de lutte, c'est fini. Si ça reste dans ces eaux-là, on ne pourra plus organiser un championnat du monde. On n'en aura pas les moyens et peut-être même pas l'intérêt. Il s'agit bien d'une taxe. Christian, alors moi, je vais être clair, c'est chaud bouillant là. Oui, c'est un scandale. On t'écoute. C'est un scandale. Nous graissons et nous engraissons les fédérations mondiales qui vivent sur le dos des organisateurs. En plus, les États qui ont besoin de notoriété jouent le jeu totalement. Ils les exonèrent de taxes diverses et variées. D'impôts, championnat d'Europe de football, etc. Sur les grosses manifestations de la sorte. En ce qui nous concerne, en plus de ces tickets, c'est que tout l'argent qui est fait autour d'un championnat tel que celui-là, droit télé, etc., est collecté par pas l'organisateur, mais le donneur d'ordre, c'est-à-dire la Fédération internationale. C'est-à-dire que vous, dans cette histoire, vous êtes le dindon de la farce du début jusqu'à la fin. Vous payez toutes les charges et vous empochez aucun bénéfice. Rien, que dalle. Zéro. D'accord ? Et effectivement, les dirigeants des fédérations internationales ont des exigences telles. Alors les dirigeants, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est qui ? C'est qui ces gens ? C'est des Russes, enfin je vais pas. C'est qui vivent quoi ? Ici, il a fallu qu'on ait les dernières Mercedes, on les avait pas. On a été les chercher. Il y a quelques dirigeants français quand même. Oui, quelques dirigeants français à la lutte. À la lutte. Au judo aussi. Non, Jean-Luc, il est juste secrétaire général. Mais des dirigeants de ces fédérations avec des sièges qui sont où ? En Suisse, en Hongrie. Bref, oui, c'est un vrai scandale. Oui. Enfin, pour moi, c'est. Je sais, j'ai pas les mots parce que comment on appelle ça ?
c'est écœurant, quoi. Voilà. Moi j'ai été écœuré. Comment on voit on se bat pour économiser 3 ronds, pour essayer de monter une compétition qui soit accessible à tous, et que ces gens-là pètent dans la soie, ça me... Voilà, c'est dit. Bravo, Christophe. Alors, on va enchaîner avec Eric Adamkiewicz, maître de conférence à Toulouse, qui va nous faire part de son point de vue, un peu critique aussi, sur la question des événements sportifs et de leurs retombées économiques. L'enchaînement n'est pas si facile que ça, mais... Alors, bonjour à toutes et tous. Bon, visiblement, on est bien parti. Ça a déclenché quelques réactions. Voilà. Alors en même temps, À toi, l'événementiel est un sport de combat, puisqu'on a le judo, la lutte, et moi qui ai aussi été maître d'armes, enfin je suis toujours maître d'armes, donc il n'y a que du combat sur la scène. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le commissaire général Lapeyronie a décidé de mettre quasiment des rhinocéros sur cette scène. Donc, si on se pose la question de la réussite territoriale, on voit d'abord que c'est une réussite des individus. Et moi, je veux commencer par vous poser la question de savoir pourquoi je suis là, c'est-à-dire à quoi servent les enseignants-chercheurs dans ce type de rencontre. Alors, souvent, on est là pour meubler, pour permettre aux retardataires d'avoir pris leur café. Donc, quand même. Mais on est aussi là... Et c'est important et c'est assez sérieux, c'est-à-dire qu'on est là pour présenter de manière tout à fait théorique ce que tout le monde pense. Et là, ça va commencer à nous poser des problèmes parce que on va être une forme de prétexte, on va justifier toutes les croyances, mais on va mettre un peu de théorie dedans, un peu de rationalité, un peu de sociologie, un peu d'économie. On va éventuellement ouvrir des perspectives pour avoir une analyse qui soit... comme je l'ai inscrit, raisonner à défaut d'être raisonnable. On peut être aussi là pour poser les questions qui grattent un peu, qui nous font réfléchir, qui fâchent. On n'est pas là uniquement pour faire de la provocation, ce n'est pas le but, c'est se poser des questions au-delà des croyances. Si on veut sortir des croyances, il faut aller les questionner. Et on voit que sur l'événementiel, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, on est des enseignants-chercheurs et nous ne sommes pas forcément des trouveurs. On ne trouve pas forcément toutes les solutions, au moins on pose des questions. Surtout qu'aujourd'hui, l'enseignant-chercheur est un expert parmi tant d'autres. D'ailleurs, il n'y a que des experts, et avec la toile et les réseaux sociaux, il n'y a que des experts. Vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Twitter, nous sommes tous des experts, donc on donne un avis sur tout. Je vous ai même mis la correction sur le slide, C'est-à-dire qu'on parle sur tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on maîtrise ou tout ce qu'on ne maîtrise pas. On est tous des experts, c'est la bonne nouvelle, qui nous permet de tous raconter parfois aussi n'importe quoi. Alors, je tiens à préciser qu'à Sportcall, je n'ai rien à vendre. Je suis un enseignant-chercheur, je suis payé par l'État. Je n'ai plus de société de conseil. Je n'ai rien à vendre. Donc, je suis là pour vous expliquer... ma vision des choses, et je vais commencer par vous expliquer d'où je parle, parce que j'ai commencé ma carrière en 92 comme enseignant-chercheur, et je suis passé du côté obscur. J'ai eu différentes expériences pendant 11 ans, ce qui va me permettre, sur les exemples que je vais prendre, de vous parler mon enseignant-chercheur qui a fait de l'anthropologie pendant 11 ans, dans les collectivités, dans le parapublic, en étant dans la Station des Arts, qui est la 3e destination mondiale, entre la 3e et la 5e destination mondiale en journée skieur. Et donc j'ai pu apprendre d'ailleurs que le tourisme et le sport ont beaucoup de points communs, notamment sur la maîtrise aléatoire des chiffres de fréquentation. On utilise tout et n'importe quoi quand ça nous arrange. Accessoirement, j'ai eu la chance de travailler sur 2 projets olympiques. Un, j'étais très jeune. Je le signale pour les étudiants qui ont l'air d'être nombreux, puisque comme un certain nombre de personnes dans cette salle, quand nous étions petits, bien sûr, nous sommes sortis des cavernes. On a connu le téléphone avec un fil, on avait des peaux de bêtes. Donc j'ai pu débuter avec mes études sur l'utilisation post-olympique de la piste de bobsleigh de La Plagne. J'ai énormément appris.
Notamment, pourquoi, lorsqu'on a les Jeux Olympiques, le droit s'arrête. Nous sommes hors cadre légal existant. C'est pas une plaisanterie. Hein, je me souviens, ma première mission, je l'ai travaillée avec une lettre du Premier ministre, Michel Rocard, missionné par Michel Rocard. J'étais étudiant en DESS, en DEA. Lettre de mission. On est arrivé pour un rendez-vous à Albertville. On a attendu 1h30, missionné par le Premier ministre. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je n'attendais pas le tapis rouge, j'attendais pas... Bon, tu prends ton tour. Et mes collègues, enfin ceux qui sont devenus mes collègues, qui étaient des professeurs à l'époque, ont attendu comme moi 1h30 que les membres du comité d'organisation daignent bien nous recevoir. Et puis, j'ai travaillé sur la préparation du dossier de candidature d'Annecy, où on devait travailler sur une halle de vitesse pour un projet de 100 millions d'euros pour 8 pratiquants en France. Et c'est intéressant. Attends, écoutez-moi bien, c'est pas le fait d'y avoir 8 pratiquants. On organise les jeux, on se met à disposition pour que les athlètes puissent fonctionner. Ce qui est plus choquant, c'est lorsque le maire d'Annecy, par ailleurs ancien kayakiste de haut niveau, Jean-Luc Rigaud, n'entend pas la proposition qui consisterait à construire cette salle en disant derrière, eh bien, on va mettre une option pour que, après les Jeux, cette salle puisse rapporter du business et que ça ne soit pas un déficit chronique de 3,5 millions, et qui balaye d'un revers de la main cette option en disant de toute façon, ça sera un truc de haut niveau, c'est un centre de haut niveau, ça sera l'État qui payera. On est en 2010. On sait déjà en 2010 que l'État ne paye pas et ne participe pas à l'entretien des bâtiments qui ne sont pas les siens. Ce sont les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Donc voilà d'où je vais parler pour ces quelques exemples. Donc à quoi servent les enseignants-chercheurs ? Je suis allé chercher des chercheurs qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont travaillé sur les impacts des événements. Alors, ils ne servent à rien. Que ce soit Zimbalist, Vladimir Andreev ou Jean-Pascal Gaillan, d'autres, mes chers collègues, je suis désolé, on ne sert à rien si on ne conforte pas les croyances. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Et concernant les retombées économiques des événements, pour moi, on est au niveau de la Terre est plate. La Terre est plate. Ça nous fait sourire, mais la Terre est plate. On aura des retombées économiques. Bien sûr que pour les événements, il y aura des retombées économiques, mais elles ne seront pas à la hauteur des espérances, des estimations, des campagnes de com. La Terre est plate. D'ailleurs, à quoi servirait de faire des études trop fiables ? Les études sont forcément trop chères. On sait bien que ça va marcher. On est tous au courant. Tout le monde le sait. Si tout le monde le sait, les anciens chercheurs n'ont pas à faire ce boulot-là, puisque personne, de toute façon, le fait. En fait, on estime systématiquement des retombées, mais on mesure les coûts. Ça, les coûts, les collectivités, principalement, assument ces coûts pendant des années. La Terre reste plate. Et je suis absolument sidéré. On peut financer effectivement les expéditions lointaines, on peut envoyer les gens dans l'espace, mais on n'est pas foutu d'organiser, de mesurer finement l'impact des retombées économiques des événements, alors qu'on en organise depuis très longtemps. C'est parce qu'on ne le veut pas. Et je crois que si ça se rajoute aux raquettes dit tout à l'heure, ça nous fait un tableau un peu sombre. Donc à quoi servent ces anciens chercheurs ? Mes chers collègues, je vous supprime, vous ne servez à rien. Donc, on sert à quoi ? On sert à justifier ce qui nous arrange. Nos études ne servent que lorsque ça va dans le sens souhaité par les élus. Et j'ai choisi de prendre 3 exemples que j'ai vécus en tant que technicien. Alors, un enseignant-chercheur qui se met en disponibilité et en détachement pour aller dans des collectivités, quand il a une formation de socio-économiste, socio-ethnologue, oui, il continue. Il regarde comment ça se passe et il se dit non, c'est pas vrai, je rêve. Non. Alors j'avais les bras tout bleus au bout de 11 ans, vous doutez bien, puisque j'ai passé mon temps à me pincer en me disant non, on n'est pas aussi loin. Si, c'est même pire. Alors, j'arrive en 2003 aux Arcs et donc, en perspective, on a les champions du monde à Val d'Isère en 2009. Et alors, je tiens à préciser que je tiens les mêmes propos aux étudiants et à chaque fois je leur dis, je vous raconte que 10% de ce que j'ai vécu dans la vraie vie, parce que si je vous raconte la totalité, vous n'allez pas me croire.
On est en 2003 et l'élu au sport me dit, Eric, il nous faut une course de Coupe du Monde aux arcs. OK, pourquoi faire? Pour faire venir des clients, pour faire parler de nous. Mais c'est pas retransmis à la télé. Il n'y a pas d'impact. Les clients ne se battent pas pour faire des courses en station de montagne. Hein. Ils viennent, ils descendent. Sinon, il n'y aurait que des slaloms. Ah ben si Val d'Isère l'organise, c'est bien qu'il y a des retombées. Et ils ont calculé, ils ont fait l'étude des retombées. Et ça, j'attire votre attention sur un fait, c'est que tout le monde se réfère aux études dont on imagine que les voisins qui ne les ont pas fait ont fait l'étude. Vous avez bien souvenir. On pense que les autres font le travail que nous, on ne va pas faire parce que c'est trop cher et parce que de toute façon, on connaît la réponse. Et là, difficile d'expliquer à une élue qui est de bonne foi, et je tiens à signaler tout de suite que dans la majorité des cas, je pense qu'il y a, honnêtement, il y a 20% de menteurs et d'escrocs et 80% des gens qui sont de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'il y aura des retombées. On ne mesure pas les choses, mais non, mais tout le monde le sait. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est de la croyance, et cette croyance, on a du mal à aller contre ça. Et finalement, peu nous chaud que les résultats soient là ou pas, que les retombées existent. Ça fait deux. Et puis en 2009, j'ai vécu le Tour de France. Ah, le Tour de France. La communication d'un territoire, 120 000 € à l'époque, on est passé à 160, on était ville d'arrivée et ville de départ. Et moi, directeur de l'office de tourisme, donc 1 an de préparation. Et là, c'est important parce que pour les bénévoles, c'est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement fédérateur, et ce dont on ne parle jamais aussi, extrêmement désagréable lorsque l'hélico n'est pas venu filmer l'animation qu'ils ont prévue. Vous mobilisez 150 personnes, on vous fait rêver sur, vous avez passé à la télé, les gens s'arrachent partout pour faire des petits pôles d'animation, tout le monde attend à ce que l'hélico passe, ça passe à la télé, et l'hélico ne passe pas. Et après, le Tour de France, très pro, ils démontent, ils s'en vont, et vous restez avec vos 150 pélos qui ont été mobilisés, motivés, et qui attendent, et ils ne sont pas passés à la télé. Oh, mais quand même, ouais, non, moi, c'était bien, ouais, c'était bien, oui. Ouais, c'était bien. Enfin, ils ne sont pas passés nous filmer. Et après, vous vivez avec ça. Et vous devez, après, les remobiliser pour un prochain événement. Il passe quand, l'hélico? Mais ça, ils vous le resservent sur un plateau tout le temps. 120 000 pour ASO, 400 000 pour la collectivité. C'est de la visibilité. Et c'est extraordinaire parce que je vous rappelle que la visibilité se mesure, elle est indexée sur le prix de la pub. Pourquoi? Parce que voilà, vous passez à la télé, donc la minute pub, enfin moi ça j'ai expérimenté en tant que directeur d'office, c'était plus rentable de passer au journal télévisé, parce que d'abord ça coûtait rien, les journalistes venaient, ils ne payaient pas, et c'était le plus impactant. Mais c'est assez particulier. On me dit, Eric, que, je vais être précis, que Jean-Louis Page de l'entreprise ASO qui organise le Tour de France est dans la salle, et donc on lui tendra le micro, si il est d'accord pour jouer le jeu, on lui donnera la parole. Mais ça fera plaisir de revoir, puisque... alors je tiens à signaler... Il est où, Est-ce qu'on peut m'indiquer où est... Voilà, bon. Donc je propose qu'on mais bien sûr, mais je me souviens bien de ce que vous aviez dit, à savoir, l'hélicoptère, il a ses contraintes et il ne passe pas. Je ne peux pas vous garantir, c'était texto, c'était, je ne peux pas vous garantir que le passage d'hélico sera là. Ah non, mais c'est après... Je propose qu'on termine la présentation et on vous donne la parole, c'est promis. Le micro se rapproche de vous. Mais par contre, le coup... Le micro est en train de se rapprocher de vous. On vous donne la parole dans quelques minutes, si vous voulez bien. Une chose qui est sûre, c'est que l'efficacité d'ASO n'est pas à démontrer. Ils sont hyper efficaces, très pro. Il a fallu expliquer à un moment au chef de la police municipale que forcément, il perdait un petit peu de la marche sur son territoire. Ça n'a pas été non plus simple. Mais ils arrivent, ils font le job. Contrairement à certains événements, des fois, on peut se demander si on ne s'est pas fait arnaquer. Avec ASO, vous payez une prestation, vous l'avez, et il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais on a des
des membres après sur le territoire qui vont commencer à vous titiller parce qu'on a tous fantasmé sur l'hélico. Parce qu'on a tous fantasmé sur l'image que l'hélico allait passer et que ça allait faire la manche. Revenons à l'euro, si tu veux bien. L'euro, il faut être réactif ici. Hein. Impact estimé par le CDES a posteriori, 1,2 milliard. Lorsqu'on regarde la Cour des comptes, 1,3 milliard. Hors montant des coûts prévisionnels, des coûts de fonctionnement, ça c'est l'ancien directeur des sports qui raisonne sur les stades pendant les 25 prochaines années qui vont courir. Je note que dernièrement, certains exploitants de stades en PPP ont commencé à dire « Ah, finalement, ça marche moins bien ». Mais peut-être qu'eux aussi ont subi les croyances de l'augmentation de fréquentation après l'événement. Finalement, l'euro aura coûté plus de 150 millions d'euros. On n'en a quasiment pas entendu parler. Et alors, dans chaque territoire, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les élus, alors que le CDES n'a même pas fait une estimation des retombées par territoire, se servent tous des chiffres de décembre 2014. À part pour Saint-Étienne, où ils ont fait une analyse spécifique. Mais sinon, vous prenez Toulouse, où moi j'habite, vous prenez Lyon, qui a largement communiqué. Alors Lyon, c'est extraordinaire, c'est grâce à l'euro et au stade que Lyon est une destination touristique majeure. Et là, j'ai une pensée émue et sincère pour mes anciens collègues territoriaux ou dans le domaine du tourisme, quel que soit leur statut, où il faut qu'ils arrivent à discuter avec des élus, avec des arguments, alors qu'en face, la croyance, elle est en béton. Et si vous allez voir un élu et vous leur dites, mais les retombées, on ne les a pas calculées, on ne peut pas les calculer, il faudrait les calculer, mais enfin, ça fait plusieurs fois qu'on a des événements, vous n'avez pas de données. Mais enfin, comment se fait-il que vous ne sachiez pas? Vous ne maîtrisez pas votre secteur professionnel? Et là, franchement, moi qui suis maintenant, qui ai repris ma liberté de parole et qui n'ai plus de compte à rendre, j'ai plus le droit, mon devoir de réserve est largement atténué. Je vous tire mon chapeau parce que les moulins à vent, les Don Quichotte, ils sont partout, hein, dans le tourisme et dans les collectivités, parce qu'il faut réussir à se battre. Et c'est pas facile d'expliquer. Je persiste avec des élus qui sont de bonne foi, que les retombées attendues ne seront pas celles que finalement on a espérées. Alors, pour terminer, je dirais que la Terre reste plate. On se raconte des légendes. Donc je vous propose un symbole pour l'ensemble des événements en France. Le Père Noël. Parce que ça nous donne des émotions, il y a des cadeaux, et il suffit d'y croire. Et je pense que mon rôle d'enseignant-chercheur, c'est aussi de poser ces choses-là, et comme le faisait remarquer l'éminent professeur Bessy hier, nous sommes des souffleurs de braise. 3. Et donc, comme moi je pense qu'on est des passeurs d'infos, et il faut que l'info circule. Des fois, on est des poils à gratter. Mais si on est tous là aujourd'hui pour parler des événements sportifs, c'est aussi parce qu'il y a des émotions. On a vécu des émotions sur les terrains de sport, dans les tribunes, parce que maintenant on vieillit et qu'on est moins efficace. Et puis il faut laisser la place aux jeunes. Mais ça nous partage, ça construit nos croyances. Mais il ne faut pas qu'on soit dupe. De toute façon, le sport a un coût. Et moi, personnellement, je préférais qu'on me dise on organise les Jeux Olympiques. Ça va nous coûter un bras, mais ça va être un moment de fête et d'émotion entre nous, etc. Mais qu'on arrête de me raconter que ça va nous rapporter de l'argent parce qu'on sait que ce sera déficitaire pour plein de raisons. Les collègues que j'ai fait disparaître tout à l'heure du PowerPoint ont travaillé dessus depuis 30 ans et ça serait leur faire injure que de penser que leurs travaux ont servi à rien. Merci. Merci Eric. Merci, le débat est vraiment bien lancé. On va donner la parole tout de suite à Jean-Louis Page, parce qu'évidemment on brûle d'entendre la réponse sur ce fameux hélicoptère. J'indique que Jean-Louis Page interviendra dans l'atelier sur le bénéfice des Jeux Olympiques 2024 et des grands événements qui se déroulent juste après. Donc du coup votre propos pourra être relativement court, mais on vous laisse répondre bien évidemment. Et puis on en reparlera dans le deuxième atelier. Vous avez un micro ? Il arrive.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, monsieur. Vraiment, sans vous mentir. Ça commence comme ça en général, ça se termine pas pareil, mais quelques personnes dans la salle. Non, c'est pas le stade, c'est pas le style. Quelques personnes dans la salle me connaissent et voilà, tout va bien. Si ce n'est que, évidemment, donc pour l'hélico, on ne promet jamais rien, puisqu'en fait c'est le sport qui prime et la météo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'hélico ne peut pas passer, il ne passera pas, il n'y aura pas d'image. En revanche, après, pour les chiffres, alors moi je rebondis là depuis le départ, et je vous entends parler des chiffres assez astronomiques. Pour le Tour de France, les chiffres sont annoncés. Une ville étape du Tour, c'est 120 000 euros, je crois, ou 130 000 euros hors taxe aujourd'hui, et 60 000 euros pour une arrivée et 60 000 euros pour un départ. En revanche, évidemment, après vous ajoutez vous de votre côté, mais nous on ne vous demande rien, puisqu'on arrive avec des équipes toutes faites, avec du matériel, on ne vous demande pas de podium, on ne vous demande rien, on vous demande 2 km de barrière sur le final des étapes, et c'est tout. Alors en revanche, évidemment, après il y a la mise en place et le personnel, mais en tout cas les tarifs sont annoncés, et l'avantage du Tour, bien sûr, par rapport au public, et c'est un avantage énorme, c'est que le spectacle est gratuit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je ne serai pas long, évidemment, je pourrais rester avec vous jusqu'à 17h, mais ce n'est pas le but. Sachez qu'aujourd'hui, évidemment, Christian Prudhomme a dans son chapeau, dans son cartable, dans sa mallette, 220 à 230 villes, départements et régions qui sont candidates à recevoir le Tour. Et les communes, en tout cas, dans lesquelles on passe, et où le Tour s'arrête, évidemment, il y a toujours une demande en plus de revenir. C'est le but aussi, c'est la dimension humaine qui a été évoquée par différents intervenants tout à l'heure, bien sûr. C'est ce lien, cette relation qu'on crée avec les collectivités, sans se mentir et en disant les choses. En tout cas, moi je les disais, alors monsieur se souvient de moi et moi je me souviens de vous, mais j'ai d'autres personnes ici dans la salle qui m'ont reconnu. J'ai toujours eu un discours très clair, j'ai été élu à un moment donné, je sais très bien qu'à un moment, si on vous demande d'enlever par exemple un îlot directionnel ou un rond-point, mais c'est des frais importants, en tout cas pour une commune, et qu'il vaut mieux mettre l'argent dans une école ou dans un hôpital pour voir passer les coureurs pendant 3 minutes. Hein. J'ai toujours eu moi ce recul-là et cette deuxième dimension qui fait, et ce retrait par rapport à l'événement, c'est important, mais ça n'est que du sport. Et il faut le replacer dans un contexte aujourd'hui économique qui est assez compliqué, bien sûr, pour les collectivités. Donc voilà, je n'ai que ça à dire, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre présentation. Pour tout vous dire, il y a fort longtemps, j'étais professeur d'histoire-géographie, je n'ai rien à voir avec le vélo, je n'y comprends rien du tout, ça ne m'intéresse pas, je ne le regarde pas à la télé, sinon je serais divorcé depuis pas mal de temps. Mais tout va bien. En revanche, l'organisation et l'envers du décor, c'est-à-dire que voilà, moi je suis venu devant vous aujourd'hui. A priori, je pensais que personne ne me connaîtrait ou ferait référence au Tour. J'étais hier à Paris, non pas en formation, mais je dispensais de la formation. Mais j'ai toujours aimé, moi, l'envers du décor et le côté sombre. Alors, sombre, c'est une interprétation, mais en tout cas, être très proche de ceux qui préparent les événements. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais en tout cas, bravo pour la présentation que vous avez faite. C'est ça les retraités actifs. Alors il nous reste quelques minutes, il nous reste 5 minutes pour prendre une ou deux questions, remarques, observations. Je vois décidément rien. Alors il y a 2 mains qui se lèvent au milieu, une au premier rang, et puis on en restera là puisqu'il est 25, donc il nous reste quelques instants. 1, 2. Oui, bonjour, Éric Parizel, mairie de Nîmes. Donc je voulais juste préciser effectivement que j'avais travaillé avec M. Pagès pour les arrivées et départs de Tour de France, que la ville de Nîmes avait toujours été et est toujours candidate à de telles organisations, parce qu'effectivement, avec l'hélico, voir les arènes de Nîmes dans 180 pays dans le monde entier, c'est effectivement quelque chose qui n'a, entre parenthèses, pas trop de prix. Sinon, je voulais aussi intervenir sur le fait que dans les collectivités, de plus en plus, on recherche les retombées économiques. Et c'est vrai que de nombreux organisateurs ou fédérations viennent nous voir pour organiser des manifestations et que on prend la tâche souvent d'étudiants de certaines IUT ou licences pour nous aider à trouver des retombées économiques. Je ne devrais pas vous le dire, mais c'est vrai que la manifestation qui a le plus pour nous de retombées économiques, c'est les échecs. Donc chaque année, nous portons notre candidature pour effectivement avoir un championnat de France d'échecs qui nous apporte beaucoup de retombées économiques. Voilà. Merci pour cette observation. On va porter le micro. Alors, juste derrière vous. Voilà. Bonjour. Donc, allez-y.
Bonjour, Loïc Cuvelier, direction générale à la ville de Toulouse, Toulouse Métropole, en charge de l'événementiel. Chef de projet Euro 2016, JO 2024 et Coupe du Monde du rugby 2023. Je voulais juste intervenir par rapport... Alors Eric, on se connaît bien, Jean-Louis également. Alors l'exemple du Tour de France, je ne pense pas que ce soit forcément un bon exemple, dans le sens où quand vous dites que des villages regrettent le fait qu'il n'y ait pas d'hélicoptères qui passent et qui filment leur village... Bon, je pense qu'il faut être un petit peu naïf, je pense, de croire que chaque village va être filmé et que chaque animation va être filmée sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Néanmoins, par contre, je partage complètement l'avis de Jean-Louis. Le Tour de France est pour le coup l'événement qui est populaire, qui est gratuit surtout, qui est gratuit et qui apporte une réelle image pour les collectivités qui sont traversées, pas que, et surtout, derrière tout ça, et qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans tous les grands événements, c'est qu'il a un intérêt en termes de social, de mobilisation des citoyens, des concitoyens, des contribuables aussi. Voilà, donc ce sont ces événements-là, tout comme le Tour de France, ce sont des formidables leviers de mobilisation, de rassemblement, comme je l'avais dit, et je pense que ça vaut quelques centaines, quelques milliers d'euros. Voilà, et ce n'est pas qu'à travers l'image, ce n'est pas qu'à travers, j'entends parfaitement les critiques sur les retombées économiques, mais il y a le côté social derrière, le côté rassemblement, le côté mobilisation qu'il ne faut pas oublier. Derrière, c'est de l'emploi qui est généré. Et d'ailleurs, comme il y a pas mal d'étudiants ici, d'ici 2024, les Jeux, la Coupe du Monde de rugby ou d'autres, il y en a plein d'autres événements, derrière, ce sont les emplois. Et vous le savez aussi bien que moi, ces grands événements, il y a de l'emploi dans différents secteurs d'activité. Donc on ne peut pas dire à chaque fois qu'un événement, ce n'est que du négatif, absolument pas. Voilà. Je partage certaines choses que vous avez dites, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du positif, notamment à travers l'emploi et le social. Je vous laisse, voilà. Loïc, j'ai quand même rappelé qu'il y a forcément des retombées économiques. Il y a forcément des retombées économiques. La question, c'est la hauteur. Sont-elles à la hauteur de ce coût ? Ariel Guedza, adjointe au sport à la ville de Bordeaux. Moi, je voudrais aller dans le prolongement de ce qui a été dit par Loïc. Ne parlons pas que des retombées économiques, parlons des retombées humaines. Notre monde est fait d'hommes et de femmes, et ces événements sont là pour justement les unir, mais surtout, aller vers l'emploi, cet emploi qui nous pose plein de problèmes dans nos territoires. Je voulais juste vous dire que notre Matmut, il est dans un quartier politique de la ville. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher tous les jeunes en pied d'immeuble, on leur a donné une formation sur la sécurité, sur les déchets de la fan zone, sur les mobilités. Et je voudrais énormément insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, ils ont un emploi. Et les 60 jeunes du service civique à l'Europe qui sont venus présenter chacun leur pays dans les écoles primaires, leur drapeau, leur culture, c'est aussi une ouverture sur l'Europe. Je m'arrête là, mais attention à ce qu'on dit, ces retombées-là sont essentielles, je dirais même, plus fort que les retombées économiques, même si on est très attaché à voir ce que ça peut rapporter sur un territoire. Bonjour, Nicolas Dietz, bureau d'études ID, donc bureau d'études indépendant. Je travaille sur les territoires, sur des projets de territoire. Et en fait, j'ai une question par rapport aux interventions qui ont lieu ce matin. Ce que moi je relève, c'est un problème d'adéquation entre l'offre événementielle et les territoires. Notamment les territoires, les collectivités sont en attente de retomber en termes d'image, de notoriété, qui veulent s'y retrouver également en termes de coût global par rapport à la réalisation de leurs infrastructures, par rapport aux subventions qu'elles peuvent amener à ces événements-là, par rapport au coût de fonctionnement que ça peut générer également pour les infrastructures ou dans le cadre de l'organisation de ces événements. D'un autre côté, on a effectivement les organisateurs qui sont aussi à la recherche de rentabilité ou en tout cas dans l'objectif de retomber aussi sur leurs pattes, comme le disait très bien monsieur tout à l'heure, qui cherchent aussi à conforter leurs licenciés, conforter leur sport. Et donc, moi, ma question, elle est simple, c'est comment aujourd'hui parvenir à une adéquation entre les attentes des collectivités et celles des organisateurs d'événements dans une logique qui soit réellement une logique gagnant-gagnant. Donc, c'est une question sans doute complexe. Alors, c'est une question qui n'amènera pas de réponse, en fait, parce que j'ai deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que c'est l'heure de la pause.
La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va poursuivre notre débat dans l'atelier numéro 2 pendant 1h30, vers 11h. Et donc, on va clore effectivement notre débat maintenant. Alors, avant de lancer la pause, on va donner la parole à nos 3 intervenants qui ont droit à une phrase sur le mode de « si j'avais encore 1 heure, je parlerais de quoi ?» On a peut-être oublié, pour nous, dirigeants, ce qui fait qu'on s'investit, c'est avant tout la passion. Et c'est cette passion qui fait que l'on organise des grands événements sportifs. Merci. Christian ? Si nous pouvions tous nous écouter, nous entendre et parler ensemble. Moi, c'est un appel que je lance. Je l'ai déjà commencé avec Bruno Lapeyronie, avec vous tous les collectivités, pour essayer de se projeter sur l'Olympiade et de connaître ensemble les événements que nous pouvons délocaliser sur les territoires. Nous avons des outils, et ces outils, il faut les faire vivre. Si nous pouvions avoir la chance de vous avoir tous, collectivités, au pluriel, autour de la table, et discuter de ces problématiques pour ensemble avancer, ce serait un pas magnifique de fait. Merci Christian pour cette phrase qui est devenue un paragraphe. Eric ? Non, je ne vais pas reprendre ce que j'ai ma conclusion, parce que ça serait plus qu'un paragraphe. Mais je pense que tout est une question d'objectifs et d'assumer ses objectifs et d'être très clair avec ses objectifs. Soit on fait de l'événementiel et on a une recherche de retombées, soit on a une recherche d'épanouissement ou de communication ou de fête. Et il faut juste avoir la bonne dose et pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est simple. Merci à vous d'avoir joué le jeu. J'en profite pour vous annoncer une 3e bonne nouvelle, quand même. C'est que du coup, vous avez une demi-heure pour aller voir tous les stands des partenaires qui sont dans le hall. Je rappelle que c'est grâce à eux que ce forum a lieu. Merci à vous. Nous reprenons à 11h avec 3 ateliers donc thématiques. Ah bah ouais, avec grand plaisir. Bon bah merci à vous d'avoir joué le jeu. Sympa.